All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning, Madam. Bonjour, Madame la Présidente, Mesdames les juges. C'est la situation en Libye, en l'affaire Le Procureur contre Khaled Mohamed Ali El-Ishri. Référence de l'affaire ICC 0111 0125 et nous sommes en audience publique. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je souhaite la Pas crier comme ça, oh Madame. à l'intérieur et à l'extérieur de cette salle d'audience. Demandez aux parties et participants de se présenter en commençant par vous, Madame la procureure adjointe. Procureur adjoint Khan hors micro. Aujourd'hui, le bureau du procureur est représenté par moi-même, Nazan Shamin Khan, procureur adjointe, Nicole Samson, premier substitut du procureur, substitut du procureur Esham Mourad, Diane Looping et Rens van der Werf, Jessica Lege, manager de l'affaire, et voilà l'équipe de l'accusation. Je me tourne maintenant vers le Conseil de la Défense. Vous avez la parole. La défense. Monsieur le Conseil de la Défense, la parole. شكرا سيدة الرئيسة فريق Merci, Madame la Présidente. L'équipe de la défense pour Khaled El-Ishri est composée de moi-même, conseil principal, Yann Edwards, Amen Alamar al-Islam, Al-Didi, Myriam Waiba et Aya Mourad. Merci, Madame la Présidente. عفوا سيدة الرئيس ومعنا المتدربة خوليا Et autant pour moi, nous avons également notre stagiaire Julia qui est là pour la première fois dans le prétoire de la CPI. Merci beaucoup, maître. J'invite les représentants légaux des victimes à se présenter. Merci Madame la Présidente. Les victimes sont représentées par Paulina Massida, conseil principal, Tart von Litzenborg, Ahmad Issa, Anna Peña et moi-même, Sarah Pellet, conseil au bureau du Conseil public pour les victimes. Merci beaucoup, maître Pellet. Quant à la Chambre, à ma droite, la juge reine Adélaïde Sophie Alapinigansou et à ma gauche, la juge Maria de Socorro Flores Liera. Je m'appelle Julia Antoinella Motok et je suis la présidente de la Chambre préliminaire 1. Nous entamons maintenant l'audience relative à la confirmation des charges portées par l'accusation à l'encontre de M. Al-Hishri. Conformément au calendrier contenu dans nos ordonnances du 28 avril dernier, document numéro 106, l'audience se déroula sur 3 jours. Nous attendons des observations orales du procureur, des représentants légaux des victimes, de même que celles de l'équipe de défense de M. Al-Hishri. À ce stade de la procédure, le rôle des juges est de déterminer s'il existe des éléments de preuve suffisantes pour considérer qu'il y a les motifs substantiels de croire que M. Al-Hishri a commis chacun des crimes qui sont reprochés. Si une et plusieurs charges sont confirmées, la Chambre préliminaire renverra, selon les procédures, l'affaire en procès. Les principes généraux qui s'appliquent
à l'audience de cette semaine sont les suivants. D'abord, et c'est important, M. Al-Hishri est considéré comme innocent tant que sa culpabilité n'est pas prouvée devant la Cour. Ensuite, le fardeau de la preuve repose sur l'accusation qui doit fournir suffisamment d'éléments de preuve pour prouver que les charges qui lui sont reprochées ont un requis à l'article 61, paragraphe 7 du statut de Rome. Enfin, pour la défense, le suspect bénéficie des droits figurant aux articles 61 et 67 du statut de Rome. Je vais maintenant demander au greffier d'audience de procéder à la lecture des charges. Je rappelle que la version complète du document contenant les charges est accessible au public sur le site Internet de la Cour et que notre greffier d'audience fera la lecture d'une version abrégée de celui-ci. Je vous donne la parole, Monsieur le greffier. Greffier d'audience. L'accusation inculpe M. Khaled Mohamed Ali El-Ishri, également connu comme Khaled Al-Bouti ou Sheikh Khaled, de 17 chefs d'accusation de crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés entre le 1er mai 2014 et le 30 juin 2020 à Tripoli, Libye, contre des détenus de la prison de Mitiga ou des personnes sous le contrôle ou la détention des auteurs du crime de la prison de Mitiga, décrits à partir de maintenant comme les auteurs de Mitiga. Monsieur Al-Ishri était un membre principal ou un associé à un groupe connu communément comme la Force spéciale de dissuasion, RADA, menée par Abdelraouf Kara. Ce groupe a assumé un pouvoir et une influence considérable à Tripoli, y compris en recevant un mandat officiel ultérieurement comme appareil de dissuasion pour la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, DACOT, selon le sigle. Au moment des à l'époque qui nous concerne, Kara SDF Rada contrôlait une zone importante stratégique de Tripoli, connue comme le complexe de Mitiga, dans laquelle se trouvait une prison, la prison de Mitiga, où étaient détenus des milliers de prisonniers. La prison était sous le contrôle de facto de Kara et d'autres membres ou associés de haut rang du SFD ou du RADA. Si certaines de ces personnes avaient également des liens ou des rangs assumés au sein des institutions d'État de la Libye, ça ne change pas le contrôle de facto exercé par Kara et ceux qui lui étaient proches. Sous l'autorité de Kara, M. El-Ishri était en mesure d'exercer une autorité générale et une influence sur l'ensemble de la prison de Mitiga de 2014 à 2020. Il avait un contrôle direct sur la section des femmes et les personnes qui y étaient détenues. À ce poste, il a personnellement perpétré de nombreux crimes violents, de même qu'il a participé à des crimes perpétrés par d'autres. Concrètement, M. El-Ishri est inculpé des crimes suivants relevant du statut de Rome. Chef 1 à 6. Crimes liés aux arrestations arbitraires et violentes, à la détention et à la maltraitance systématique de civils et ou de combattants hors de combat, parmi lesquels des femmes, des hommes, des filles, des enfants, des garçons, libyens ou non, essentiellement dans la prison de Mitiga, tel que suit. Chef 1, emprisonnement ou autre privation grave de la liberté physique en tant que crime contre l'humanité concernant au moins 945 détenus, selon l'article 7.1e du statut de Rome. Chef 2, atteinte à la dignité humaine en tant que crime de guerre pour au moins 945 détenus, selon l'article 8.2c2. Chef 3, traitement cruel en tant que crime de guerre contre au moins 945 détenus, conformément à l'article 8.2c1 du statut de Rome. Chef 4 à 5,
Torture en tant que crime contre l'humanité et en tant que crime de guerre concernant au moins 945 détenus conformément à l'article 7.1f et 8.2c1 du statut de Rome. Et enfin, chef 6, autre acte inhumain constitutif d'un crime contre l'humanité concernant au moins 945 détenus conformément à l'article 7.1k. Chef 7 à 8. Viol en tant que crime contre l'humanité et crime de guerre concernant au moins 10 détenus conformément à l'article 7.1g et 8.2e6. Chef 9 à 10. Violence sexuelle concernant au moins 49 détenus en tant que crime contre l'humanité et crime de guerre conformément à l'article 7.1g et à l'article 8.2e6. Les actes inculpés incluent la nudité forcée, la torture sexualisée pour les chefs 2 à 10, menée dans des conditions dégradantes et inappropriées, et au-delà de ce qui peut être nécessaire pour des raisons de sécurité légitimes, y compris perpétrés par ou devant d'autres détenus, parmi lesquels parfois des membres de la famille, des membres du sexe opposé et des enfants. Chefs 11 et 12. Meurtre et tentative de meurtre contre au moins 89 détenus en tant que crime de guerre et crime contre l'humanité, conformément aux articles 7.1a et 8.2c1 du statut de Rome. Les victimes étaient soit exécutées ou tuées immédiatement, ou mouraient du fait des actes de torture qu'ils avaient subis ou du fait des conditions insalubres, létales de leur détention. Chef 13. Réduction en esclavage comme crime contre l'humanité concernant au moins 133 détenus, conformément à l'article 7.1c du statut de Rome. Ces détenus, des Libyens, des migrants de peau noire, essentiellement d'Afrique orientale, occidentale, centrale ou australe, et d'autres non-libyens, étaient mis en esclavage par les auteurs de Mitiga qui exerçaient une propriété sur eux, les priver de leur liberté et de leur autonomie gravement en contrôlant fondamentalement chaque aspect de leur vie. Les détenus réduits en esclavage étaient par exemple dépourvus d'autonomie physique, psychologique, sexuelle ou reproductive, allant au-delà des contraintes normales d'un système carcéral, y compris contrôle ou restriction de leurs mouvements et de l'environnement physique, et emprisonnement illégal, contrôle sur leur sexualité, leur autonomie sexuelle et reproductive, leur identité sexuelle et de genre, soumission à des tortures, à traitements cruels, abus ou coercition, contrôle psychologique et pression ou coercition psychologique, y compris les contrôles sur leurs croyances religieuses ou autres, et à travers des menaces aux membres de leur famille. Travail forcé et soumettre les détenus à un statut d'insertion. Chef 14 à 17, persécution en tant que crime contre l'humanité, conformément à l'article 7.1h, sur différentes bases, concernant au moins 138 détenus, à savoir concrètement, chef 14, persécution en tant que crime contre l'humanité pour des motifs politiques, concernant au moins 17 détenus, en particulier des Libyens, considérés comme opposants au groupe, des auteurs de Mitiga et des migrants noirs visés pour supprimer le trafic illégal de migrants. Chef 15, persécution fondée sur des motifs religieux concernant au moins 14 détenus qui étaient considérés comme opposés aux pratiques et aux vues religieuses des auteurs,
y compris parce qu'il croyait en d'autres confessions et il ne respectait pas les pratiques des auteurs, en particulier la prière, les vêtements, ou en s'opposant simplement aux visions pratiques idéologiques des auteurs. Chef 16, persécution pour des motifs nationaux, ethniques ou raciaux, concernant au moins 47 détenus, essentiellement des migrants noirs. Et puis, chef 17, persécution en tant que crime contre l'humanité pour des motifs de genre, concernant au moins 60 détenus, des femmes et des filles essentiellement, considérés comme appartenant à la communauté LGBTQ+, et contre des garçons et des hommes soumis à des violences sexuelles et reproductives en vue de les émasculer et de les soumettre. L'accusation soutient que M. El Ishri est pénalement responsable individuellement de chacun de ces 17 chefs conformément aux articles 25.3a et ou alternativement les articles 25.3b, 25.3c et 25.3d du statut et demande la confirmation des charges selon tous les modes de responsabilité. En tant que tel, M. El Ishri est poursuivi pour, d'abord, en tant qu'auteur direct, conformément à l'article 25.3a du statut de Rome. Au cours de la période incriminée, M. El Ishri a commis directement l'ensemble des crimes repris dans les chefs 1 à 17 contre des détenus de la prison de Mitiga et des personnes sous le contrôle ou la détention des auteurs de Mitiga. Des allégations, entre autres, de viol ou de violences sexuelles perpétrées personnellement contre des femmes libyennes et qu'il a personnellement torturées, assassiné, emprisonné illégalement, persécuté, réduit en esclavage et commis des actes de traitement cruel contre les hommes, femmes et enfants détenus, essentiellement à la prison de Mitiga, mais également dans d'autres lieux à Tripoli et dans ses environs. Deuxièmement, auteur direct et ou indirect, co-auteur direct et ou indirect, conformément à l'article 25.3a du statut de Rome. Au cours de la période incriminée, M. El Ishri a travaillé avec d'autres, parmi lesquels Abdelraouf Kara, Dawin Zam et Osama Njim, pour perpétrer conjointement les crimes faisant l'objet des chefs d'accusation 1 à 17 contre les détenus de la prison de Mitiga et les personnes détenues ou sous le contrôle des auteurs de Mitiga, essentiellement à la prison de Mitiga. Les co-auteurs partageaient un plan commun ou un accord pour exercer un contrôle à travers des moyens comme le châtiment, la coercition et autres formes d'exploitation des personnes sous le contrôle ou la garde des auteurs de Mitiga, essentiellement à la prison de Mitiga, dans la poursuite des intérêts ou des visions des auteurs de Mitiga et ou de ses membres. M. El Ishri a apporté une contribution essentielle à la perpétration des crimes du plan commun en A. Exerçant une autorité générale et une influence générale sur l'ensemble de la prison de Mitiga, B. En contrôlant directement le quartier des femmes de la prison de Mitiga, et C. En commettant directement les crimes objets des chefs d'accusation. Troisièmement, en tant qu'auteur indirect, selon l'article 25.3a du statut de Rome, au cours de la période incriminée, M. El Ishri a utilisé les auteurs de Mitiga avec accès à la section des femmes pour s'assurer que les crimes relevant des chefs 1 à 17 seraient perpétrés contre les femmes, les filles et les jeunes enfants qui y étaient détenus. Quatrièmement, de plus, et ou alternativement, M. El Ishri est accusé d'avoir ordonné ou incité la perpétration des crimes relevant des charges selon l'article 25.3b du statut de Rome et ou d'aider, de faciliter ou assister à la commission des crimes relevés
selon l'article 25.3c du statut de Rome et ou contribuer aux crimes faisant l'objet des chefs d'accusation perpétrés par un groupe agissant avec un objectif commun selon l'article 25.3d du statut de Rome. Monsieur Al-Ishri s'est livré à la conduite faisant l'objet des chefs d'accusation en pleine connaissance de cause et intentionnellement, et donc responsable selon toutes les modalités. Merci. Greffier d'audience, un grand merci. Je note également la présence dans la salle d'audience du suspect, M. Al-Ishri. Conformément au paragraphe 3 de la règle 122 du règlement de procédure et de preuve, et en avant d'en venir au fond, je dois demander aux parties si elles souhaitent faire des remarques orales s'agissant de la régularité des procédures qui ont précédé l'audience. Je rappelle que nous avons reçu et prendrons en considération, bien entendu, vos écritures, notamment les numéros 107 et 115. Donc, nul besoin de réitérer vos observations qui se trouvent déjà dans le dossier. Il va de même pour la contestation de la compétence de la Cour soulevée par la défense sur le fondement de l'article 19 du statut, écriture publique numéro 108. Conformément à notre ordonnance fixant le calendrier, la Chambre va recevoir des observations et des réponses à cette exception d'incompétence par écrit. Les questions attendant ne sont pas dans l'agenda d'audience des prochains jours. Je me tourne maintenant vers l'accusation. Avez-vous d'observations à formuler sur le fondement de l'article 123.3? None from the prosecution, Madam. Non, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la procureure adjointe. Je me tourne vers la défense. Maître, est-ce que vous avez des observations orales additionnelles ou complémentaires à formuler sur les fondements de la règle 102.3, paragraphe 3? شكرا سيدة الرئيسة. نحن سنلتزم بالجدول المحدد. Merci beaucoup. Nous pouvons désormais passer. Merci beaucoup. Nous pouvons désormais passer aux déclarations liminaires. Nous attendons le procureur et les représentants comme légaux communs des victimes ce matin et la défense à partir de 13h30 après le déjeuner. Je donne la parole à l'accusation pour environ 25 minutes. Vous avez la parole. Procureur Khan. Madame la Présidente, chers membres de la Chambre, membres des communautés affectées, communautés libyennes et à tous ceux qui suivent cette audience, aujourd'hui est un tournant important dans notre quête commune de justice. Le début de l'audience de confirmation des charges contre M. Khaled Mohamed Ali Al-Ishri, également connu comme Khaled Al-Bouti, et le témoignage de la ténacité de ceux qui ont le plus été impactés par ces crimes, au courage et la vision de la communauté internationale en renvoyant cette situation vers mon bureau et à l'opiniâtreté de cette Cour pour enquêter et poursuivre ceux qui sont responsables des crimes perpétrés en Libye, indépendamment de leur influence ou de leur pouvoir. Pendant 15 ans, mon bureau est compétent pour les événements de Libye et a assumé avec diligence son mandat tel que lui a conféré le Conseil de sécurité des Nations Unies. Malgré
un grand nombre de mandats d'arrêt de la CPI dans la situation en Libye, l'arrestation de Khaled al-Ishri et le début de cette procédure marquent la première fois qu'un individu fera face à la justice devant cette cour pour des crimes perpétrés en Libye. Cette affaire envoie un message clair. Personne n'est au-dessus des lois, pas même les plus puissants. Cette audience de confirmation des charges est importante car elle amène justice et responsabilité à des milliers de ces victimes, y compris des victimes libyennes, non libyennes, femmes et enfants. Khaled al-Ishri a été en mesure d'agir en toute impunité jusqu'à son arrestation en 2025. Lui et d'autres responsables de la force spéciale de dissuasion, FSD ou RADA, qui contrôlaient les locaux de la prison de Mitiga, ont perpétré ces crimes sans craindre de punition, de conséquences ou de restrictions en raison du vide sécuritaire suite à la chute du régime de Kadhafi et en raison du conflit non international armé. Ils ont pu accumuler beaucoup de pouvoir et des ressources formidables. Mon bureau considère qu'il n'y a eu aucune poursuite véritable pénale en Libye pour ces crimes, malgré des rapports des Nations Unies d'abus supposés dans la prison de Mitiga et malgré des rapports directs de la part des victimes aux autorités judiciaires libyennes. Madame la Présidente, Mesdames les juges, il existe des motifs substantiels de croire que Khaled al-Ishri est pénalement responsable des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dont il est inculpé. Lui et d'autres responsables de haut rang de FSD RADA contrôlaient le complexe de la prison de Mitiga, ignorant complètement les droits et la dignité des détenus. Cette ignorance était institutionnalisée pour créer un climat de terreur. Khaled el-Ishri était bien connu comme un tortionnaire notoire à la tête de la prison de Mitiga, l'un des centres de détention les plus grands de l'ouest de la Libye. Le témoin P1046 le décrit comme parmi les pires instigateurs de la violence dans la prison de Mitiga. Le témoin 1031 faisait référence à lui en parlant d'ange de la mort. L'une de ses méthodes de torture préférées, telles que les témoins l'ont décrite, était de tirer sur les gens, en particulier dans les genoux ou les jambes. Il pendait également les gens avec leurs mains liées derrière leur dos et les battait avec une pelle. Son autorité dans la prison de Mitiga est largement démontrée par les preuves. Le témoin P0644 décrit l'autorité dont bénéficiait ou qu'assumait Khaled al-Ishri et la peur qu'il a inspirée en disant que lorsqu'il était dans la prison de Mitiga, je le cite, « Vous pouviez entendre les mouches voler ». Ce qui signifie que chacun avait peur, tout le monde se taisait et que les gardes étaient très respectueux. Fin de citation. Le témoin P0692 a confirmé que les gens dans la prison avaient peur de Khaled el-Ishri parce qu'il portait toujours son arme et il était prêt à exécuter les gens. Mesdames les juges, cette affaire vise à appliquer les limites les plus fondamentales au pouvoir. Ceux qui sont en charge des détenus doivent le faire respectueusement des lois et doivent les protéger eu égard à leur extrême vulnérabilité. Et sinon, ils sont responsables devant le droit international. Comme les preuves le démontrent, des milliers de civils à Tripoli et dans les alentours ont été arrêtés et détenus sans raison valable. Des hommes, des femmes, des enfants, des Libyens, des non-Libyens et des migrants africains noirs. Chacun pouvait être arrêté par FSD RADA et finir dans la prison de Mitiga sous leur contrôle. Soit parce qu'ils étaient considérés comme des opposants politiques, des ennemis du groupe ou de ses alliés, en tant que migrants, ou parce que
leur point de vue ou leur comportement s'opposait à ceux des croyances du groupe, ou simplement parce qu'ils disposaient de quelque chose que Rada souhaitait, de l'argent, de propriété, de la terre ou des informations. Beaucoup n'ont jamais su pourquoi ils étaient arrêtés. Madame la Présidente, Mesdames les juges, chacun des personnes détenues sous FSD Rada dans la prison de Mitiga et dans le complexe de Mitiga sont des victimes des crimes, objets des chefs d'accusation. Les abus ont commencé dès l'arrestation sans charge et s'est empiré au cours de la détention. Tous ces détenus ont été sujets à des conditions inimaginables de détention, y compris une souffrance mentale et physique grave. Certaines cellules étaient si surpeuplées que les détenus devaient dormir par terre à tour de rôle. Les témoins décrivent qu'ils étaient tellement serrés qu'ils devaient se coucher sur le côté, serrés si étroitement qu'ils dormaient en position du couteau, entre guillemets. D'autres cellules étaient si petites qu'elles ne contenaient qu'un seul détenu qui pouvait à peine y bouger, avec en conséquence une atrophie des muscles. Peu d'aliments, l'eau devait être rationnée, les lieux ne permettaient pas aux détenus d'assouvir leurs besoins hygiéniques fondamentaux. Les maladies pullulaient dans ces conditions d'insalubrité. Khaled El-Ishri et d'autres responsables de FSD Rada ou d'autres membres de ce groupe utilisaient ces maladies, tuberculose, VIH et autres maladies dermatologiques, en plaçant les détenus qu'ils souhaitaient punir là où ces foyers infectieux se trouvaient. Les détenus étaient ainsi exposés à des souffrances physiques et psychologiques continues et graves. Au cours de cette audience, nous écouterons les preuves, les témoins qui entendaient nuit et jour les cris de ceux qui étaient torturés, ils étaient les témoins d'autres détenus qui étaient tués, sur qui on tirait, qui étaient battus, à qui on ne prêtait pas de soins. Insultes, humiliations permanentes qui réduisaient et approfondisaient la souffrance mentale, psychologique des détenus. P1673 a déclaré, je le cite, « Je me sentais inutile, désemparé et dévasté. Le tourment psychologique était pire que la souffrance physique. L'humiliation a laissé de profondes cicatrices dans mon psychisme. » P1026 a dit « Je n'ai jamais rien vu d'aussi horrible. C'était comme s'il venait d'une autre planète. Ce ne sont pas des humains pour traiter des gens de cette façon. Je pense que si à l'avenir, ils devaient m'arrêter à nouveau, je préférerais mourir que de repartir là-bas. » Fin de citation. Le témoin, P0486, a comparé sa détention à Mitiga comme le fait de tomber dans des murs lisses desquels on ne pouvait s'en sortir. Les détenus ont été battus à plusieurs reprises et gravement lors de leur incarcération, y compris des actes de torture sexualisés. Certains détenus ont été laissés dans un si mauvais état qu'ils ont été transportés dans leurs cellules, dans une brouette. D'autres sont morts en conséquence directe de la torture qu'ils ont subie. La section des femmes à la prison de Mitiga était placée sous le contrôle direct de Khaled El-Ishri pendant la période visée par les charges. Les témoins ont décrit les sévices que El-Ishri et d'autres auteurs de Mitiga ont infligés à ces femmes. On leur a tiré dessus, elles ont été fouettées, suspendues du plafond, tirées par les cheveux, violées. Elles ont subi des attouchements, battues jusqu'au sang. Leurs propres enfants ont souvent été témoins de violences à leur encontre. Les preuves montrent également que les mineurs étaient eux-mêmes frappés, torturés, victimes de tirs et de viols. P0943, une femme détenue à la prison, a décrit l'une de ces interrogatoires. Je cite, « Les interrogateurs
m'ont maudit, insulté. Ils ont arraché mon voile pendant l'interrogatoire et m'ont ordonné en disant « Parle, chienne ». Dans ma culture, c'est la fin de la vie d'une femme si un homme lui ôte son voile contre son gré. C'est très insultant pour un homme de le faire. Cela montre qu'ils pouvaient faire de la prisonnière tout ce qu'ils voulaient. Je me suis sentie complètement impuissante et vulnérable. Je me suis sentie comme si tout était fini. Je suis devenue complètement déprimée par ces actions. Fin de citation. Les éléments de preuve démontrent l'existence de violences sexuelles généralisées contre les Libyens et les non-Libyens, hommes, femmes et enfants. Les viols, la menace de viol, la nudité forcée, les coups portés sur les organes reproductifs, pour ne citer que quelques sévices, étaient monnaie courante à l'encontre des détenus, quel que soit leur âge, leur genre, et parfois en raison de leur âge ou de leur genre. Comme exposé dans notre mémoire et dans les éléments de preuve, et comme vous l'entendrez aujourd'hui, les victimes détenues ont été réduites en esclavage et persécutées pour des motifs multiples concomitants. Les détenus étaient également victimes, non pas une fois et non pas d'un seul crime, mais de crimes multiples commis contre eux à plusieurs reprises lors de leur détention. Les témoins ont rapporté que El-Ishri lui-même avait commis personnellement les crimes. À d'autres occasions, les crimes étaient commis par les co-auteurs et par ses associés sur lesquels il exerçait une autorité. Il ne s'agissait pas d'actes isolés de gardiens voyous de la prison de Mitiga. Il s'agissait de crimes délibérés, généralisés, systématiques. Il ressort de la preuve que Khaled El-Ishri incarnait et encourageait le comportement qu'il attendait de tous les membres du STF Rada et de leurs associés en tirant sur les détenus, en les torturant, en les battant, les insultant, les agressant sexuellement en personne. Il a réprimandé des gardes qu'il estimait être trop cléments. Le témoin P0720 a rapporté que lorsque le chef de la prison voulait amener les détenus faire de l'exercice et prendre du soleil, Khaled El-Richi a refusé en disant « Que faites-vous? Vous essayez de les aider. » Et nous essayons plutôt de les amener à la mort. Le témoin P1736 a été détenu dans la section des femmes de la prison de Mitiga et se rappelle qu'un jour, Khaled El-Ishri a amené 2 jeunes détenus de sexe masculin qui semblaient avoir été gravement battus. Il a ordonné aux femmes de ne pas leur donner ni d'eau ni de nourriture en les avertissant que si elles le faisaient, les femmes prendraient leur place et seraient punies. Il a dit aux 2 jeunes détenus de sexe masculin, je cite, « Vous ne valez pas la peine que l'on vous tue, vous mourrez ici. » Et ils n'ont pas survécu. Les témoins décrivent ce sentiment d'impuissance et que ce sentiment a perduré bien après leur libération. Le témoin P0872 explique, et je cite, « En raison de ce qui m'est arrivé, je ne me suis jamais senti en sécurité et je ne me suis jamais relaxée. Je suis toujours inquiète qu'ils reviennent m'arrêter. J'ai tout perdu. » Fin de citation. Cet impact s'étend au-delà des détenus eux-mêmes. Les familles subissent des années de séparation. Le témoin P1046 a indiqué, je cite, « Parler des visites de ma famille suscite en moi beaucoup d'émotions. Je les ai rarement vus pendant ma détention. Mes jeunes enfants ont grandi pendant ma détention et mes garçons adolescents ont des barbes, avaient des barbes lorsque j'ai été libérée, alors qu'ils étaient adolescents lorsqu'on m'a arrêté. Fin de citation. D'autres témoins ont rapporté que leurs enfants ne les reconnaissaient plus lorsqu'ils ont été libérés. Certains de ceux qui ont survécu à leur détention à Mitiga ont accepté d'être des témoins dans cette procédure à leurs dépens. Tout au long de l'enquête, mon bureau a entendu de nombreux témoins rapporter leur supplice et décrire les effets à long terme.
Leurs vies ont été brisées par leur emprisonnement illicite et les sévices qu'ils ont subis à la prison de Mitiga. Ces sévices infligés en détention étaient permanents et touchaient chaque aspect de la vie des victimes. Et ces abus continuent de les hanter bien après leur libération. Pour eux, le cauchemar continue. Bon nombre continuent de subir d'handicaps physiques permanents. D'autres essayent de se remettre de traumatismes psychologiques résultant des années de détention et d'abus continus. Le témoin P1682 décrit vivement l'impact dévastateur de la détention sur sa vie. La détention à la prison de Mitiga. Je vais la citer. Elle dit, je cite, « L'arrestation et la torture n'étaient pas tout simplement un incident accessoire et passager. Il s'agissait d'un tremblement de terre qui a tout brisé, tout ce en quoi je crois, tout ce qui constitue une stabilité dans ma vie. Depuis ce jour-là, je porte le poids de l'anxiété dans ma poitrine. C'est comme si ma respiration ne m'appartient plus. Et c'est comme si la sécurité est devenue un concept distant que l'on ne saurait atteindre. Ma relation s'est brisée. Mon image a été déformée aux yeux des autres. Ma carrière s'est détruite sans raison, simplement parce que j'ai été une victime à un moment, à une époque qui ne reconnaît pas les victimes. Les voix des opprimés, les cris des personnes torturées, l'obscurité des cellules froides me hante mon âme. Je n'ai pas vraiment quitté la prison. Mon corps a quitté la prison, mais mon esprit est resté emprisonné. Je porte en moi les mémoires, comme une blessure qui ne guérira jamais. Et je recherche à travers cette douleur la justice, un sentiment d'équité, une lumière qui pourrait dissiper les ténèbres qu'ils ont implantées dans les profondeurs de mon esprit. Cette arrestation n'a pas seulement pris ma liberté, elle a volé mes années de ma vie et laissé des marques qui continueront de saigner, des blessures qui continueront de saigner à jamais. Les abus continuent de définir les vies de ceux qui restent détenus à la prison de Mitiga. La reddition des comptes, le droit à la vérité sont des piliers mutuellement qui se renforcent mutuellement, les piliers de la justice internationale. Dans les cas de détention illicite et d'abus, la reddition des comptes sert non seulement à punir, mais également à venger les victimes. Leur droit de connaître le sort réservé aux détenus, les circonstances qui ont permis les crimes et l'identité des personnes responsables. La nécessité de la reddition de comptes est illustrée par les mots du témoin 1736. Khaled El-Richi l'a torturé et violé pendant sa détention à la prison de Mitiga. Pendant sa détention, elle lui a dit un jour, elle le confronterait et demanderait justice pour les actes répréhensibles qu'il a commis à son encontre. Pendant son entretien dans mon bureau, elle a déclaré, je cite, « Je vais renaître lorsque justice sera faite. » Fin de citation. Madame la Présidente, honorable juge, la justice indépendante et impartiale que peut rendre cette Cour est une lueur d'espoir pour les victimes. Ces crimes doivent s'arrêter pour ne plus être commis à jamais. J'exprime ma gratitude aux victimes, aux témoins, aux organisations de la société civile qui ont fait preuve de patience, de résilience, qui ont cru résolument à la justice malgré l'écoulement du temps, malgré le temps écoulé, malgré les obstacles apparents auxquels se sont heurtés cette affaire traduite devant vous. Madame la Présidente, je demande respectueusement que l'affaire soit renvoyée en jugement. Ceci conclut mes propos liminaires et Madame Esham Mourad va s'adresser à la Chambre en arabe. Nous passons maintenant aux déclarations liminaires des représentants légaux des victimes. Ah, ok. Ouais. Vous voulez continuer? Voilà, vous avez la parole.
Monsieur Echam Morad, merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames les juges, en ce début d'audience de confirmation des charges contre Khaled El-Aichi aujourd'hui, les victimes fondent leurs espoirs sur l'imminence d'une justice qui tarde à se réaliser. La présente affaire comprend 17 charges graves constitutives de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, tels que le meurtre, la torture, le viol, les agressions physiques et sexuelles, la réduction en esclavage et la persécution. Ces crimes graves ont été perpétrés sur une période de plus de 6 ans, ciblant des victimes détenues dans la prison de Mitiga ou placées sous le contrôle de l'appareil de dissuasion Rada dans et autour de la capitale Tripoli. Comme nous le démontrerons dans le cadre de l'argumentaire du bureau du procureur au cours des sessions d'aujourd'hui et de demain, Khaled El-Aichi, de concert avec d'autres protagonistes comme Abdul Raouf Kara et Oussama N'Jim, ont mis en place un système institutionnel systématique de torture, de réduction en esclavage, de persécution et de contrôle, ainsi que d'autres violations graves qui non seulement violent la loi, mais contreviennent aussi aux valeurs humaines les plus fondamentales, reconnues par l'ensemble de l'humanité, que nulle religion, nulle logique ni aucune conscience ne saurait justifier. Ce qui accroît la gravité de certains de ces crimes, c'est que leurs auteurs ont prétendu les commettre au nom de la religion, alors même que la religion se désavoue totalement de tels actes. Des crimes qui ont affecté des milliers de victimes, des hommes, des femmes et des personnes âgées. Même les enfants n'ont pas échappé à l'horreur de ces actes. Certains ont été des victimes directes de ces crimes, tandis que d'autres ont été forcés d'assister à la commission de ces crimes contre leurs proches, contre leurs pères et leurs mères, sans qu'ils aient la moindre capacité d'agir. Ces crimes ont laissé en eux des traces qui les accompagneront tant qu'ils resteront en vie. Les nationalités des victimes étaient diverses, mais la grande majorité d'entre elles appartenaient au même peuple que celui auquel Khaled El-Aichi et ses complices se rattachent. Le noble peuple libyen, auquel nous vouons les plus hauts sentiments d'estime et de respect. C'est un peuple doté d'un riche héritage historique, marqué par la dignité, l'honneur et la noblesse de caractère. Il est profondément douloureux de constater que de tels crimes odieux aient été perpétrés contre ses fils et ses filles. Et à cet égard, me revient en mémoire la déclaration d'un des témoins auditionné par les enquêteurs du bureau du procureur, décrivant ce qu'il a subi et l'empreinte d'un tel crime refuse de laisser s'effacer avec le temps. Il a déclaré, je cite, « Il ne se passe pas un jour dans ma vie, ni dans celle de ma famille, sans que se manifeste l'impact de mon arrestation et de la torture que j'ai subie durant ma détention. Les cicatrices physiques laissées par la torture sont encore visibles sur certaines parties de mon corps. Elles me rappellent, jour après jour, la douleur, la peur et l'humiliation que j'ai endurées. Quant aux séquelles psychologiques, elles sont profondes. Je me souviens constamment des coups et des tortures. Je les vois encore me frapper. Et je sens encore l'odeur du lieu où j'étais détenu. Ces souvenirs me reviennent sans prévenir.
Le poids de ces moments, il ne m'a jamais quitté. Fin de citation. Mesdames les juges, après avoir lu cet extrait, ce court extrait de la déclaration de ce témoin, je souhaiterais saisir l'occasion pour exprimer, au nom du bureau du procureur, notre profonde gratitude à l'égard de ce témoin ainsi qu'à l'égard de tous les témoins qui ont supporté de lourds fardeaux et se sont exposés eux-mêmes et leurs familles à d'importants risques afin de livrer leurs déclarations et de fournir à la Cour des éléments de preuve nécessaires, grâce auxquels cette affaire a pu atteindre cette étape cruciale de la procédure. À ces témoins et à toutes les victimes, je dis, au nom du bureau du procureur, que la justice n'a jamais été aussi proche qu'aujourd'hui, car aujourd'hui vos voix sont entendues devant cette chambre dans sa quête de la justice tant attendue. Mesdames les juges, sur cette brève intervention, j'en ai terminé. Et je vous remercie infiniment. On vous remercie, mon Madame la Présidente, Mesdames les juges, nous comparaissons aujourd'hui devant vous au nom des 64 victimes autorisées à participer à la présente procédure depuis le 11 mai dernier. Ces victimes, des civils détenus à la prison de Mitiga, des hommes et des femmes libyens, des migrants africains et d'autres étrangers, qui ont vécu l'enfer carcéral dans lequel le droit n'avait pas lieu d'être et avait été remplacé par la violence, la coercition et la peur. Nous intervenons également au nom de leurs familles respectives, dont la vie a été marquée à jamais par la détention illégale de leurs proches et ou la mort de ces derniers. Ces victimes attendent ce jour depuis plus de 10 ans. Et cette audience, loin d'être une simple formalité, constitue une étape cruciale pour comprendre ou tenter de comprendre l'indicible, pour que leur souffrance soit enfin reconnue et que la justice soit rendue en leur nom. Pour la majorité d'entre elles, comprendre est la clé pour tenter de surmonter ces événements tragiques. Il s'agit finalement de donner un sens à l'horreur vécue à travers la reconnaissance judiciaire des schémas d'exaction et des responsabilités individuelles, ainsi que la clarification du contexte. Sans explication, le préjudice persiste sous une forme différente, affectant le sentiment des victimes de dignité, de sécurité et de clôture. Pour beaucoup, à l'instar de la victime A/00003/26, ce n'est que par la reconnaissance juridique et la vérité judiciaire que les victimes peuvent commencer à accepter ce qu'elles ont enduré et à avancer tant bien que mal vers la guérison. Je cite. Je formule cette demande avec la conviction que la Cour pénale internationale est le dernier recours pour les victimes lorsque la justice nationale échoue, et avec la certitude que la justice est imprescriptible et que la dignité humaine mérite protection et reconnaissance. Fin de citation.
Le nombre de victimes participant à la présente procédure ne saurait être considéré comme représentatif de l'ampleur de la victimisation dans la présente affaire. Elle ne constitue qu'une fraction infinitésimale des victimes touchées par les crimes imputés à M. El Ishri. En effet, un nombre de victimes beaucoup plus important a été soumis au même système d'abus, mais toutes n'ont pas déposé de demande de participation devant cette cour. Certaines résident en Libye ou ailleurs, où les conditions d'insécurité et la peur les empêchent de se manifester. D'autres ne peuvent le faire en raison de traumatismes qu'elles ont endurés ou parce qu'elles n'ont malheureusement pas survécu aux conditions de détention abominables et aux tortures subies à Mitiga entre le 1er mai 2014 et le 30 juin 2020. Leur absence ne remet nullement en cause la réalité des faits, ni ne fragilise le dossier qui vous est soumis. Bien au contraire, Madame la Présidente, Mesdames les juges, elle met en lumière l'ampleur des crimes commis au sein de Mitiga et le grand nombre de voix demeurées inaudibles. Les expériences vécues par les victimes présentent des différences significatives. Elles convergent toutefois autour d'une même réalité essentielle. Mitiga est un lieu où des êtres humains sont privés de leur dignité, exposés à des exactions systématiques et abandonnés au pouvoir absolu de ceux qui le contrôlent, à savoir Rada. 4 groupes distincts de victimes se dégagent. Les ressortissants libyens, les détenus non libyens, les femmes et leurs enfants, ainsi que les familles des détenus. Chacun de ces groupes illustre une facette particulière d'un même système de détention et de violence qui a fasciné la réalité de Mitiga et engage la responsabilité du suspect en tant que l'un de ses principaux auteurs. Pour toutes les victimes, le calvaire commence par leur arrestation. Les circonstances mêmes de ces arrestations révèlent un schéma de persécution. Les victimes ont été appréhendées brusquement à des checkpoints, à leur domicile, sur leur lieu de travail ou dans la rue. Des hommes armés surgissant sans avertissement. Il n'y avait ni procédure judiciaire, ni mandat, ni aucune explication fondée en droit. À la place, Madame la Présidente, Mesdames les juges, des accusations fallacieuses étaient invoquées. En réalité, nombre de victimes ont été prises pour cible en raison de leurs opinions politiques supposées, de leurs affiliations présumées, ou simplement de leur origine géographique, de leur richesse ou de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, réelle ou supposée, ou encore afin de faire pression sur leur mari, leur famille ou leurs proches. Elles étaient par la suite qualifiées de traîtres, de terroristes, de partisans de groupes opposés à Rada ou de Daesh, d'apostats, ou affublées de toute autre étiquette fallacieuse destinée à légitimer leur détention. La violence accompagnait systématiquement ces arrestations. Elle s'inscrivait dans un schéma de coercition destiné à imposer d'emblée le contrôle, à briser toute résistance et à instiller la peur avant même l'arrivée des victimes à Mitiga. Et de fait, dans de nombreux cas, les victimes étaient battues lors de leur capture, insultées, humiliées et contraintes avant même leur transfert.
Et Madame la Présidente, Mesdames les juges, cette violence initiale n'avait rien d'accessoire. Les victimes étaient ensuite conduites à Mitiga, où elles étaient détenues, sans aucun fondement juridique, je l'ai dit, sans procédure judiciaire, et donc sans aucune possibilité réelle de contester leur détention, entièrement abandonnées à la volonté de ceux qui contrôlaient l'établissement, les membres de RADA, parmi lesquels M. El-Ishri. De nombreuses familles ignoraient même où leurs proches étaient détenus ou s'ils étaient encore en vie, mais nous y reviendrons. Dès leur arrivée à Mitiga, les victimes étaient confrontées à des conditions qui défient l'entendement, marquées par des exactions systémiques, des privations extrêmes et une atmosphère permanente de peur et d'humiliation. Certaines étaient même placées à l'isolement dans des cellules si exiguës que tout mouvement y était presque impossible. Il ne s'agissait pas d'espaces destinés à accueillir des êtres humains. Et pourtant, des personnes y étaient enfermées pendant de longues périodes. D'autres victimes étaient détenues dans des cellules plus grandes, qui n'en constituaient pas moins des lieux de souffrance extrême. Ces espaces étaient surpeuplés, accueillant des dizaines de détenus, parfois plus de 80 hommes, dans une seule cellule. Il n'y avait pas suffisamment de place pour s'allonger. Les détenus étaient contraints de dormir dans ce qu'ils décrivent eux-mêmes comme la position du couteau. Couchés sur le côté, étroitement serrés les uns contre les autres, leurs corps alignés en rangée. Le moindre mouvement exigeait une coordination collective. Lorsqu'un détenu se retournait, tous devaient se retourner simultanément. Même le sommeil était un privilège rare. Certains détenus ne pouvaient se reposer que quelques heures à la fois, tandis que les autres étaient contraints de rester debout durant de longues périodes, faute d'espace suffisant pour permettre à tous de s'allonger en même temps. À l'intérieur de ces cellules, une hiérarchie s'installait. Les détenus présents depuis plus longtemps s'appropriaient les rares espaces disponibles le long des murs. Les nouveaux arrivants étaient relégués au centre de la cellule ou à proximité des prétendues toilettes, utilisées par des dizaines de détenus sans aucune intimité ni conditions sanitaires adéquates. Là encore, l'accès devait être organisé à tour de rôle. Ces conditions sont décrites par la victime A/00023/26 en ces termes, je cite. L'accès aux sanitaires était réglementé par une file d'attente et on ne pouvait y accéder qu'après une quarantaine d'autres détenus, rendant extrêmement difficile la gestion des besoins corporels les plus élémentaires. En conséquence, nous avons développé des conditions telles que la constipation, les hémorroïdes et des infections urinaires, faute de pouvoir nous soulager lorsque nécessaire. Nous étions contraints de dormir debout en nous relayant toutes les 6 heures pour obtenir une place où nous allonger. L'espace attribué à chaque détenu ne dépassait pas une enjambée ou une enjambée et demie, ce qui a provoqué l'apparition de varices en raison des longues périodes passées debout. Fin de citation. La ventilation était inexistante, la lumière minimale, voire totalement absente. L'air était étouffant, la nourriture était insuffisante, tant en quantité qu'en qualité. La faim était constante. L'accès à l'eau était lui aussi sévèrement restreint. Comme l'a déclaré la victime A/00004/26, je cite. Dans la prison, les conditions étaient extrêmement mauvaises.
J'ai perdu plus de 45 kilos en raison du manque de nourriture, de la malnutrition et de la promiscuité dans les cellules. Nous étions plus de 42 détenus entassés dans une cellule exiguë. J'ai souffert de la gale ou de démangeaisons constantes pendant toute la durée de mon incarcération. Et malgré mes demandes répétées, je n'ai jamais reçu de traitement ni de médicaments. Fin de citation. Madame la Présidente, Mesdames les juges, pour les victimes, le temps avait cessé d'avoir un sens. Les jours se fondaient dans les nuits et les nuits dans les jours. Certaines d'entre elles ont été détenues pendant des mois, d'autres pendant des années. Aucune ne savait quand, ni même si, elles retrouveraient la liberté ou si leur détention prendrait un jour fin. Mais les conditions de détention ne constituaient qu'un aspect du système mis en place par RADA. La violence à Mitiga était quotidienne. Les détenus étaient régulièrement extraits de leurs cellules pour être soumis à des interrogatoires qui ne visaient pas l'établissement de la vérité, mais plutôt à briser les individus. Comme l'a indiqué Madame la procureure adjointe, les victimes décrivent des coups, des suspensions par des crochets, des électrocutions, des positions de contrainte et des humiliations répétées. Elles entendaient les cris d'autres détenus, ont vu certains revenir blessés ou psychologiquement détruits, ou ont assisté au départ de personnes qui ne sont jamais revenues. Ces méthodes de torture étaient employées de manière routinière dans le cadre d'un schéma d'abus à la fois systématique et délibéré. Au-delà de la violence physique, une cruauté psychologique persistante s'exerçait à Mitiga. Les détenus étaient insultés, dégradés, souvent au travers de propos dirigés contre leur famille. Ils étaient moqués dans leur souffrance, leurs appels à l'aide ignorés, leur humanité constamment niée. Certains détenus sont morts des suites des tortures infligées. D'autres ont succombé aux effets cumulés de la détention, blessures, maladies, négligence. Madame la Présidente, Mesdames les juges. La victime A/00014/26 décrit la situation en ces termes, je cite. La torture consistait parfois à éteindre des cigarettes sur nos corps. Nous étions également suspendus par les mains au-dessus de nous. Le traitement était extrêmement dur. La nourriture était systématiquement restreinte, réduite à un morceau de pain et à 1 litre d'eau par jour. En hiver, nous étions laissés sans vêtements ni chauffage et en été sans climatisation. Des maladies de peau se sont propagées, laissant des marques durables sur mon dos. La tuberculose s'est également répandue, touchant 10 personnes, toutes décédées. Fin de citation. Au-delà de la violence physique infligée quotidiennement et lors des interrogatoires, les victimes décrivent l'omniprésence de la violence sexuelle à Mitiga. Les détenus étaient soumis à des viols et à d'autres formes de violence sexuelle dans le cadre du même système de coercition, de punition et de contrôle. Les victimes décrivent comment ces violences étaient utilisées pour humilier, déshumaniser et anéantir la volonté des personnes détenues. Elles s'accompagnaient de menaces, d'insultes et d'un environnement où toute possibilité de résistance était systématiquement annihilée. Madame la Présidente, Mesdames les juges, pour les femmes détenues,
le risque de violence sexuelle était permanent et leur détention s'accompagnait d'une vulnérabilité accrue. Détenues dans une section séparée de la prison, elles étaient à la merci de ceux qui contrôlaient l'accès à leurs cellules. Depuis les sections voisines, les détenus pouvaient entendre leurs cris. Ces cris qui traversaient les murs, contribuant à instaurer un climat de peur et d'impuissance au sein de l'ensemble de la prison de Mitiga. La violence sexuelle n'y était donc ni dissimulée, ni isolée. Elle était connue, elle faisait partie intégrante de l'environnement carcéral. Et comme les autres formes d'exaction, elle s'inscrivait dans un système où le pouvoir s'exerçait sans limite dans une impunité totale. En effet, Madame la Présidente, Mesdames les juges, l'expérience des femmes détenues à Mitiga révèle une dimension supplémentaire de cruauté au sein de ce système d'abus. C'était un lieu où les corps des femmes, leur dignité et leur identité même étaient délibérément pris pour cible. La section des femmes était entièrement sous le contrôle du suspect. Les victimes le décrivent de manière constante comme l'unique autorité sur cette section. Lui seul détenait les clés, lui seul ouvrait les portes et personne n'y entrait sans qu'il en soit informé ou sans son approbation. Rien ne se produisait dans la section des femmes sans le consentement de M. El Ishri. Et ce contrôle absolu plaçait chaque femme détenue dans une dépendance totale à l'égard du suspect. Même les besoins les plus élémentaires, serviettes hygiéniques, soins médicaux, accès à l'air libre, matériel religieux ou simple possibilité de quitter la cellule étaient laissés à son bon vouloir. Les femmes enceintes et les femmes en travail se voyaient refuser des soins médicaux pourtant urgents. Des nourrissons sont morts faute d'assistance médicale. D'autres femmes étaient détenues avec leurs jeunes enfants, témoins des violences infligées à leur mère. Mais c'est la violence infligée au corps et à la dignité des femmes qui a le plus profondément marqué leur expérience. Madame la Présidente, Mesdames les juges. Au-delà de la violence physique, elles ont subi une humiliation délibérément dirigée contre elles en tant que femmes. Pour de nombreuses victimes, cette humiliation était aussi dévastatrice que les coups eux-mêmes. Leurs seins, leurs fesses, leurs parties génitales étaient touchées intentionnellement sous prétexte de fouilles ou de déplacement. D'autres victimes racontent avoir été entièrement dévêtues, tout en étant traitées de putain, d'animal, de chienne ou encore de filles de pute. Leur voile était arraché lors des interrogatoires, un acte d'humiliation profonde et de violence symbolique particulièrement lourd dans le contexte culturel et religieux libyen, comme l'a rappelé Madame la procureure adjointe. Les femmes rapportent que ces expériences les ont laissées avec le sentiment que leur vie était brisée, qu'elles avaient perdu leur honneur, leur statut au sein de leur famille et, dans certains cas, leur avenir. Ceci revêt une importance dans le contexte social libyen, dans lequel la détention d'une femme suffit en elle-même à entraîner une stigmatisation profonde et durable. La simple suspicion de viol peut conduire au rejet familial et à l'effondrement de toute perspective de mariage ou d'intégration sociale. Plusieurs femmes indiquent avoir vécu dans une crainte permanente d'être victimes de violences sexuelles, crainte qui, pour certaines, s'est malheureusement matérialisée. En effet, certaines victimes décrivent des viols, des agressions sexuelles et un harcèlement sexuel répété à l'intérieur de Mitiga.
Certaines racontent avoir été agressées directement par M. Al-Ishri, y compris sous la menace d'une arme à feu. Elles décrivent des nudités forcées, des pénétrations anales, des contacts sexuels accompagnés d'insultes dégradantes et de menaces de mort. D'autres femmes de diverses nationalités ont été violées à plusieurs reprises, certaines étant tombées enceintes et ayant été contraintes à subir des avortements. Madame la Présidente, Mesdames les juges, cette atmosphère de peur était constante. À Mitiga, le simple bruit des clés dans le couloir suffisait à déclencher la panique. Ce bruit, aussi anodin soit-il, signifiait pour ces femmes que Khaled Al-Ishri approchait. Les victimes ne le décrivent pas seulement comme un garde ou un administrateur. Elles le décrivent comme l'incarnation même de la terreur dans la section des femmes. Un homme dont la voix, les pas et le bruit de ses clés suffisaient à réduire une cellule entière au silence. Pour beaucoup de femmes, le traumatisme ne s'est pas arrêté à leur libération. Les conséquences persistent dans leur corps, dans leur santé mentale, dans leur habilité à concevoir et dans la manière dont elles sont perçues au sein de leur famille et de leur communauté. Certaines femmes rapportent une infertilité durable, des douleurs chroniques, des attaques de panique, une honte persistante liée à la stigmatisation attachée à la détention et à la violence sexuelle. Pour elles, Mitiga ne s'est pas arrêtée aux portes de la prison. Mitiga continue chaque jour. Mais Madame la Présidente, Mesdames les juges, à ce stade, il est essentiel de souligner que le suspect n'était pas un commandant distant. Il était présent, il était visible, il était connu et parfaitement identifié par les victimes. Il était décrit comme l'un des tortionnaires les plus redoutés de la prison dans son entier. Un homme qui exerçait un pouvoir sur la vie et sur la mort de l'ensemble des détenus à Mitiga, et non seulement des femmes. Madame la Présidente, je vous serais reconnaissante de donner la parole à Maître Massida pour la suite des déclarations d'ouverture. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Pellet. Maître Massida, vous avez la parole. Maître Massida. Mon intervention prendra environ 20 minutes, donc je demande votre indulgence pour compléter dans cette session. Je vous remercie d'avance. Merci beaucoup, Madame Massida. Vous avez les minutes qu'il vous faut. Madame la Présidente, Mesdames les juges, aux côtés des détenus libyens, des migrants étaient également détenus à Mitiga. Les récits des victimes démontrent que la souffrance des migrants n'est pas accidentelle. En effet, c'est le résultat de structures d'abus, de contrôle des milices et de complicité internationale qui ont permis à Mitiga et à d'autres centres de détention en Libye de fonctionner en toute impunité pendant des années. De nombreux migrants avaient déjà subi une interception violente en mer par la soi-disant garde côtière libyenne pour être renvoyés en Libye contre leur gré et immédiatement détenus. Ils croyaient avoir déjà survécu au pire. Ils ne l'avaient pas encore fait. L'expérience des victimes migrantes ne peut être comprise comme une simple détention. En effet, c'était un système de réduction en esclavage, d'asservissement, un système dans lequel ceux qui détenaient le contrôle exerçaient des pouvoirs semblables à la propriété. Pour citer la victime A/00043/26, et je cite, « Je ne me suis pas seulement senti comme un esclave. Ils nous appelaient esclaves. C'est comme ça qu'ils nous appelaient. Ils n'utilisaient pas nos noms. Ils nous appelaient simplement esclaves. C'était utilisé pour nous insulter et nous humilier autant que possible. » Fin de citation.
Les migrants étaient placés tout en bas de la hiérarchie au sein de Mitiga. Ils étaient traités comme jetables. La victime A-00033-26 a expliqué, et je cite, « Ils limitaient notre sommeil parce qu'ils avaient besoin de nous pour travailler. Ils nous appelaient esclaves. Si tu leur disais ton nom, ça importait peu. Ils disaient simplement « Et toi, l'esclave ?» Et ils nous donnaient des ordres. » Fin de citation. À l'instar d'autres détenus, les migrants étaient détenus dans des conditions surpeuplées, insalubres et dégradantes, privés de nourriture et de besoins essentiels. Mais leur traitement allait souvent plus loin que cela. Ils étaient soumis à un contrôle plus strict, à des punitions plus sévères et à une surveillance constante. La violence et les menaces ont forcé leur détention. S'échapper était impossible. La résistance avait des conséquences immédiates et sévères. Ce qui distingue le plus clairement l'expérience des victimes migrantes, c'est l'exploitation systématique de leur travail. Les migrants étaient forcés de travailler, jamais volontairement, toujours sous la contrainte et la peur. Ils étaient contraints d'accomplir des tâches épuisantes et dégradantes. Ainsi que l'a rappelé la victime A-0030-26, et je cite, « Se sentir comme un esclave tous les jours, être battu et forcé contre ma volonté à faire des travaux forcés était dégradant et je me sentais impuissant. » Fin de citation. Ils nettoyaient des cellules et des installations dans des conditions insalubres, transportaient des marchandises lourdes, réalisaient des travaux de construction et accomplissaient des tâches qui les plaçaient directement proches de la violence perpétrée à Mitiga. La victime A-0043-26 a décrit la nature implacable de cette exploitation en ces termes, et je cite, « Ils nous faisaient travailler sans cesse. Nous travaillions de 6 heures environ jusqu'en début de soirée, disons vers 18 heures. Puis, nous nous reposions pendant 1 ou 2 heures. Puis, ils revenaient nous faire travailler à nouveau jusqu'aux premières heures du matin. Puis, nous nous reposions à nouveau pendant 1 heure ou 2. Ils ne nous accordaient que de courtes pauses pour nous garder en vie, afin de pouvoir continuer à nous exploiter. » Fin de citation. Les migrants étaient également contraints d'aider aux abus des autres détenus. Ils étaient contraints de procéder ou de faciliter des fouilles à nu, de maîtriser les détenus lors des interrogatoires ou de les escorter sur les lieux de torture. Certains étaient chargés de superviser ou de discipliner d'autres détenus, placés à des postes d'autorité sous contrainte, transformant les victimes en instruments du système. Madame la Présidente, Mesdames les juges, tout cela n'était pas aléatoire. C'était essentiel au fonctionnement du système. Le fait d'utiliser un groupe de victimes pour contrôler un autre et lui causer des préjudices. Les migrants, comme les autres détenus, étaient soumis à des formes de contrôle profondément sexualisées, genrées et dégradantes. Ils étaient contraints de subir des fouilles corporelles invasives. Ils étaient dépouillés, exposés, humiliés. Les victimes étaient assujetties à des violences sexuelles, des tortures sexualisées et des menaces de viol, y compris des violences ciblant des parties intimes du corps, leur autonomie reproductive et les femmes enceintes. La violence sexuelle n'était pas séparée du système de réduction de l'esclavage, elle en faisait partie. Elle renforçait la domination, la soumission et le refus total d'autonomie, de protection et de droit aux autres. Le contrôle psychologique était tout aussi omniprésent. Les migrants faisaient face à des menaces constantes contre eux-mêmes et contre leurs familles. Ils étaient insultés, déshumanisés et réduits à des stéréotypes péjoratifs.
La peur façonnait chaque aspect de leur vie quotidienne, renforcée par la violence, l'humiliation et la souffrance qu'ils voyaient autour d'eux. Le système reposait également sur la coercition déguisée en choix. Certains migrants se sont vus offrir des privilèges apparents, conditions légèrement meilleures, moins de violence, avantages mineurs, en échange d'une conformité. Mais ce n'était pas vraiment des choix. Ils existaient dans un contexte où le refus signifiait la punition et la survie dépendait de la soumission. Ce qui ressort des récits des victimes migrantes n'est pas un ensemble d'actes isolés. C'était un système dans lequel les migrants étaient ciblés en raison de ce qu'ils étaient, en raison de leur nationalité, de leur couleur de peau ou de leur statut perçu. Un système dans lequel ils se voyaient attribuer les rôles les plus dangereux, dégradants et violents. Un système dans lequel leur vulnérabilité était exploitée à tous les niveaux. Pour ces victimes, Mitiga n'était pas seulement un lieu de souffrance, c'était un lieu où leur travail était exploité, leur corps contrôlé et leur dignité niée, où ils étaient faits pour exister simplement pour le bénéfice, le pouvoir et la violence des autres. Madame la Présidente, Mesdames les juges, la souffrance causée par ce qui s'est passé à Mitiga ne s'est pas arrêtée aux portes de la prison. Elle s'est étendue aux familles, aux foyers et à la vie quotidienne de ceux qui étaient laissés derrière. Les familles de détenus vivaient dans un état d'incertitude constante. Lorsque leurs proches étaient arrêtés, on ne leur disait pas où ils avaient été emmenés. Pendant des jours, des semaines, voire des mois, les familles cherchaient désespérément des réponses sur le sort de leurs proches. A/00027/26 décrit ce calvaire de la manière suivante, et je cite. Après leur enlèvement par les miliciens de la Rada, nous ne savions pas où ils étaient et nous les avons cherchés partout, pendant longtemps, jusqu'à ce que nous apprenions, en fin de compte, qu'ils étaient à Mitiga. Ne pas savoir où ils était tout simplement insupportable. Fin de citation. Même lorsque les détenus ont finalement été localisés, le contact est resté fortement restreint. Les visites, lorsque celles-ci étaient autorisées, étaient souvent effectuées par vidéo, retardées sans explication ou entièrement suspendues pour de longues périodes. Pendant ces silences, les familles vivaient avec une seule peur écrasante, celle que leurs proches soient décédés. A/00019/26 explique, et je cite, « Nous étions consumés par la peur, croyant qu'il était mort en détention. Même lorsque le contact était autorisé, ce n'était pas en personne. Cela se déroulait via une caméra ou un écran. Il paraissait dans un état terrible, gravement émacié, d'une manière effrayante. » Fin de citation. Cette incertitude devint une forme de souffrance en soi. Les enfants ont grandi sans savoir si leur père était vivant. Les mères attendaient sans réponse. Les familles vivaient suspendues entre espoir et désespoir. Les conséquences économiques furent dévastatrices. Dans de nombreux foyers, la personne détenue était le principal gagne-pain. Leur disparition soudaine plongea les familles dans des difficultés financières. Les familles étaient contraintes de vendre des biens, des commerces et des effets personnels simplement pour survivre. Les enfants ont été contraints d'arrêter l'école parce que les familles ne pouvaient plus se permettre les frais d'éducation. En conséquence, des opportunités ont été manquées et des avenirs ont été définitivement modifiés. Les conséquences sociales furent tout aussi sévères.
A/0050/26 raconte, et je cite, « Nous n'avons pas pu le retrouver, ni savoir où il se trouvait pendant longtemps, ce qui a été extrêmement difficile et insupportable pour toute la famille. J'étais très inquiète pour lui, car je ne pouvais pas lui rendre visite et je n'avais aucune nouvelle à son sujet, ce qui m'a causé tellement de stress. Ils ont pris notre argent, notre bonheur, et pourquoi? Pourquoi nous auraient-ils causé une telle injustice? Ils ne nous ont rien laissé, sauf la douleur constante et la peur constante. » Fin de citation. Les enfants de détenus comme A/000037/26 ont été harcelés et stigmatisés. Les familles ont subi des pressions, l'intimidation et un sentiment profond d'insécurité. Les familles se sentaient observées, vulnérables et exposées. Certaines familles ont appris, souvent de manière indirecte, qu'un proche était mort en détention. Elles se sont vues refuser l'occasion de dire au revoir, privées même de la dignité de les voir une dernière fois, de leur dire adieu. Et même lorsque les détenus ont finalement été libérés, la souffrance n'a pas cessé pour autant. Ils sont revenus affaiblis, souvent gravement malades, portant des cicatrices visibles et invisibles de mois, souvent des années de détention, de torture et de négligence. Leur famille portait alors un nouveau fardeau, le coût des soins médicaux, le poids des traumatismes et la prise de conscience que la vie ne pouvait pas simplement redevenir ce qu'elle était autrefois. A/000009/26 décrit son calvaire de la manière suivante, et je cite, « Durant la première période après ma libération, j'ai été submergé par la peur et je n'ai pas pu reprendre ma vie normale. Je suis resté à la maison et je n'osais même pas sortir seul. J'étais toujours accompagné de ma mère parce que j'avais peur d'être enlevé à nouveau. » Fin de citation. Pour de nombreuses familles, les préjudices sont durables. A/000053/26 a été exclue de sa famille à cause de la détention de son mari. Elle explique, et je cite, « J'ai perdu ma vie, j'ai perdu mon travail, mes amis, ma famille, et je suis constamment dans la peur à cause de ce qui est arrivé à mon mari. J'ai aussi perdu la possibilité d'être mère parce qu'il est devenu complètement infertile à la suite des événements qu'il a vécus à Mitiga. » Fin de citation. Ces familles continuent de vivre dans la peur, surtout dans un contexte où certains responsables de la détention restent présents et influents. Ils continuent de ressentir de l'anxiété, de l'insécurité et les effets persistants d'années d'incertitude, de difficultés et de stigmatisation. Ces familles sont également des victimes. Elles ont souffert non seulement à cause de ce qui a été fait à leurs proches, mais aussi à cause de ce que cette perte, cette absence et cette incertitude ont fait à leur vie. Ces victimes cherchent à reconnaître cette souffrance, la reconnaissance que les crimes commis à Mitiga dépassaient les murs de la prison. Et eux aussi sont en quête de justice. Madame la Présidente, Mesdames les juges, le préjudice subi par toutes les victimes est profond et durable. Beaucoup continuent de vivre avec des blessures physiques, des membres endommagés, des douleurs chroniques, des plaies non traitées. D'autres portent un traumatisme psychologique, des cauchemars, anxiété et la peur qui persiste longtemps après leur libération. Leurs vies ont été fondamentalement bouleversées, des familles ont été brisées, des moyens de subsistance perdus, des futurs perturbés. Pour les victimes, l'expérience de Mitiga ne s'est pas arrêtée avec leur libération. L'expérience continue chaque jour dans la mémoire, la peur et la lutte pour reconstruire leur vie.
Et pourtant, malgré tout ce qu'ils ont enduré, ils ont choisi de se présenter devant cette cour. Toutes les victimes participent à ces procédures parce qu'elles veulent que la vérité soit connue, parce qu'ils veulent que ce qui s'est passé à l'intérieur de Mitiga soit reconnu pour ce qu'il était, un système de crime. Ils veulent que des comptes soient rendus. Pour ceux qui ont ordonné, permis et commis ces actes, ils doivent rendre des comptes. Ils recherchent la reconnaissance que leur souffrance importe. Ils cherchent la justice non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour ceux qui n'ont pas survécu, pour tous ceux dont la voix ne peut plus être entendue et pour ceux qui attendent encore d'être libérés. Madame la Présidente, Mesdames les juges, l'audience d'aujourd'hui marque un moment historique. Il y a un an, les victimes se sentaient complètement abandonnées, forcées de voir un suspect arrêté puis libéré. Cela a été ressenti comme un abandon de la justice. Aujourd'hui, ils voient enfin cette porte longtemps fermée s'ouvrir et les premiers signes que la justice commencera peut-être à se rapprocher d'eux plutôt que de s'éloigner d'eux. Cette affaire marque un moment de profondes conséquences, non seulement pour le suspect, non seulement pour les victimes, mais aussi pour le principe durable que la loi doit triompher de la violence et que la dignité humaine doit l'emporter sur la peur. Pendant des années, les murs de Mitiga ont caché la souffrance. Ils ont dissimulé la torture, l'humiliation, l'exploitation et la destruction de vies humaines. Mais aujourd'hui, dans cette salle d'audience, ces murs ne protègent plus la vérité. Les victimes vous ont présenté la vérité. Ils l'ont portée avec courage, avec dignité et avec la détermination qu'aucun système d'abus et d'exaction ne pourrait faire taire ou détruire. Cette affaire importe car elle affirme que même lorsque l'état de droit s'est effondré, la portée de la justice ne s'arrête pas. Cette affaire est importante parce qu'elle dit à chaque victime, libyenne, migrante, homme, femme, enfant, que leur souffrance n'est pas invisible, que leur douleur n'est pas oubliée. Cela compte parce que cela affirme que ce qui leur est arrivé n'était ni le destin, ni la malchance, ni une conséquence inévitable du conflit, mais un crime. Et cela importe parce que cela envoie un message bien au-delà de cette salle d'audience, c'est-à-dire que ceux qui détiennent le pouvoir et qui utilisent le pouvoir pour détruire des vies seront un jour tenus responsables, que ceux qui se croient hors de la portée de la justice se tiendront un jour là où se trouve le suspect aujourd'hui, et que la voix des victimes, réduite au silence dans les cellules et noyées par la violence, seront finalement entendues haut et fort devant un tribunal ou une cour. Madame la Présidente, Mesdames les juges, c'est pourquoi les victimes sont ici aujourd'hui et qu'elles ont choisi d'endurer la douleur du souvenir, non pas pour se venger, mais pour que soit reconnue leur souffrance, pour qu'il y ait une reddition de comptes et pour qu'il y ait justice. Et aujourd'hui, ils placent leur confiance en cette cour et dans la promesse que justice sera rendue. Mesdames les juges, j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Masida. Comme j'ai indiqué précédemment, nous devons suspendre maintenant et nous reprendrons à 13h30. Merci beaucoup à tout le monde. All rise, veuillez vous lever.